Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Christophe Madrol. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Mercredi, Emmanuel Macron part pour 5 jours sur le continent africain. Le président a déployé sa stratégie lors d'un discours d'une bonne heure pour les 4 années à venir en Afrique où l'influence française est de plus en plus contestée. On l'a vu notamment au Burkina Faso et au Mali, où les soldats français ont dû quitter le pays. On va en parler de suite avec Jean-Claude Félix Chikaya, chercheur à l'IPSE au Pôle Afrique. Bonsoir Jean-Claude Félix Chikaya. Bonsoir à tous. Alors on va faire un tour de table des vraies voix. Avant de vous donner la parole, vous avez suivi le discours d'Emmanuel Macron de A à Z. Oui. Philippe Bilger, c'est notre question. La France a-t-elle encore un rôle à jouer en Afrique pour vous? Alors très rapidement, sous le contrôle de notre spécialiste, d'une part, j'ai bien compris qu'il y a une phrase, 2 phrases importantes, me semble-t-il, dans le discours. La France ne doit pas être le bouc émissaire, ça d'accord, mais il y en a une autre intéressante lorsqu'il dit la France-Afrique c'est terminé, mais il faut que la France, en quelque sorte, remplace le vide qui sera créé. Et là, une double question, est-ce que les pays africains concernés sauront retrouver, j'allais dire, le crédit qu'ils ne prêtent plus à la France parce que probablement ils ont été déçus ou qu'ils sont injustes. Et le deuxième, c'est de dire, est-ce que la France elle-même est aujourd'hui un pays suffisamment attractif sur beaucoup de plans pour attirer une adhésion de l'Afrique? Alors, on fait le tour de table. Très vite, par rapport aux questions fort intéressantes que vient de poser Philippe, je pense qu'il faut parler et de la Chine et des États-Unis qui, eux, poussent leurs pions. Et de la Russie. Et la Russie, avec beaucoup de moyens, en tous les cas économiques, en ce qui concerne notamment les Chinois, hein, qui sont beaucoup en Afrique. La deuxième, c'est que il y a aussi une mauvaise foi crasse dans un certain nombre de pays qui faisaient partie de l'Empire français, qui est de mettre tous leurs maux sur le dos de la France et de la colonisation. Et quand ils n'auront plus la France comme bouc émissaire, il y a un moment où ils devront quand même se tourner vers ce qu'ils ont fait, eux, de l'indépendance. Et là, je vous invite à lire le livre de Driss Rali, qui est notamment auteur à causeur, mais qui vient d'écrire un livre qui fait un bilan de la colonisation, qui est vraiment très intéressant et qui est plus contrasté comme bilan, si vous voulez, que l'espèce de démonisation en bloc que l'on fait. Simplement, moi, je ne peux plus entendre, c'est la faute à la France. Je ne peux plus entendre cela. Ces sociétés, depuis 1945, avaient largement l'indépendance, c'est 60. Depuis 60, oui, depuis les années 60, avaient quand même le temps, disons, d'être indépendante et de construire peut-être des choses plus intéressantes que ce qui a été. Christophe Madrol. C'est un débat très intéressant. Rappelez-vous, quand je suis revenu de la COP, on avait fait un direct et je vous parlais effectivement des banquiers, des repas de banquiers africains. L'Afrique, ce n'est plus le petit noir qui attend la denrée de la France, le grand frère colonialiste. L'Afrique aujourd'hui est un pays qui est un continent. L'Afrique est un continent, pardon, avec des pays qui sont aujourd'hui présents sur les scènes internationales, qui sont dans le business international, qui regardent à juste valeur la Chine, aujourd'hui la Turquie, qui est très présente, la Russie, un peu moins les États-Unis, Elisabeth, et plus du tout la France. Et je vois aujourd'hui la fonction de la KW allemande vis-à-vis de l'AfD, qui aujourd'hui ne remplit pas son rôle. C'est un débat très compliqué. C'est la même chose que l'AfD pour les Allemands. En fait, c'est la banque allemande, c'est l'aide au développement allemande, qui est très présente avec des accords avec les Russes, avec des accords avec les Turcs. Et dans tous les pays africains où je suis allé, que ce soit le Djibouti, que ce soit l'Afrique de l'Est, la Chine se retire au détriment de la France évidemment, mais pour aller dans les bras de la Turquie qui amène de l'argent cash pour pouvoir développer les ports, pour développer l'agriculture, développer le transport. Jean-Claude Félix Chikaya. Alors, Philippe Bilger l'a dit, cette phrase qui fait le buzz, la France devient le bouc émissaire idéal en Afrique. Est-ce que ça ne va pas créer des remous à quelques heures de son départ pour le continent africain ? Je ne crois pas, parce que c'est à moitié vrai. Parce que c'est vrai que souvent des régimes autoritaires, totalitaires, qui additionnent les décennies avec leur mandat,
prennent avec une certaine duplicité la France comme bouc émissaire, alors qu'ils sont parfois, pour certains, qui font partie d'ailleurs de la tournée, présents au pouvoir et soutenus au pouvoir par une France-Afrique qui n'a pas fini malheureusement d'agir. Et justement ce discours est assez bon parce qu'il veut en finir, parce qu'il a vu qu'il n'est pas allé assez loin pour enterrer donc cette France-Afrique. Monsieur Giscard disait en son temps l'Afrique aux Africains, et tous les autres, que ça soit Pompidou, De Gaulle, Sarkozy, Hollande, Chirac, l'ont tous dit. Et Sarkozy a eu bien sûr ce discours scandaleux à Dakar. Mais on peut dire que il y a eu une part d'autocritique dans le discours du président Macron qui est assez intéressant, parce que bien sûr, il y a du en même temps et de l'ambivalence et quelques contradictions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il prend ses responsabilités, mais il met aussi plusieurs champs dans leur champ de responsabilité, notamment les chancelleries africaines. Il y a 54 pays en Afrique, d'Alger au Cap en Afrique du Sud, donc chacune doit avoir aussi son discours, et quel discours nouveau d'avec la France, quel rapport politique, géopolitique, géostratégique et géoéconomique. On ne peut pas changer les choses sans les gens. Donc il ne pouvait qu'enclencher ou essayer d'enclencher un mouvement réciproque. Et on ne peut pas seulement parler de l'Afrique comme un seul pays, comme malheureusement c'est fait avec des représentations erronées qui malheureusement sont datées, et d'autres influences, eux, vont un peu partout avec un autre discours. Et pourquoi il a raison? En partie sur le bouc émissaire. Si la France avait envoyé, au lieu d'envoyer l'armée officielle, aider les pays du Sahel pour combattre les islamistes, le terrorisme, s'il avait envoyé des mercenaires, il y aurait eu un scandale déjà national en France, continental et autres. Il y a un accord de défense qui est signé entre le régime de Poutine et de nombreuses chancelleries africaines qui, au départ, n'ont pas dit que Wagner était donc bien présent, parce que dans les critères et dans les lois de chaque pays concerné et dans les critères de l'Union africaine, les mercenaires sont interdits. Le mercenariat est interdit. Et même en Russie, Wagner, normalement, devrait être interdit. C'est interdit au nom de la loi. Donc on voit bien que maintenant, cette duplicité est plus que mise en exergue, et il y a un spectacle. Donc il y a des exigences à l'égard de la France qui sont légitimes, comme à l'égard de tous les pays. Sauf que là, on envoie des mercenaires, et malheureusement, on trouve dans une frange des sociétés civiles des citoyens, quel que soit leur âge, parce qu'il ne faut pas seulement voir l'Afrique de manière générationnelle, mais bien intergénérationnelle, qui au lieu d'avoir en étendard les drapeaux d'une avancée transitionnelle démocratique, remue un drapeau russe, mais surtout le drapeau, pas seulement russe, mais le drapeau d'un régime autocratique, totalitaire, qui a commis donc une invasion impérialiste, expansionniste, dont les pères et les grands-pères se sont déjà battus en Afrique de manière légitime. Donc on voit bien qu'il appelle à une cohérence. Il appelle à une cohérence les pays africains pour que la France ne soit pas un bouc émissaire, et que le ton et la vision soient la même. Les vraies voix veulent réagir. Philippe Bilger. Juste une question. On a annoncé si souvent la mort de la France-Afrique que finalement, sans ironie, on peut considérer qu'on avait une mourante extraordinairement en bonne santé. Vous croyez vraiment que cette fois-ci, c'est la bonne? Alors, moi, j'attends les actes, parce que pour l'instant, on peut dire qu'un discours, ça peut être aussi une réforme sémantique. Justement, oui. Une réforme sémantique qui va coller un petit peu à ce que dit l'intergénération en Afrique, les militants, les oppositions et tous ceux qui veulent un vrai changement. Donc, on peut complètement coller à cette sémantique, voire militante, et puis en faire un programme géopolitique. Sauf que pour voir vraiment l'état d'une co-animation, parce que c'est déjà une confondation dans les milieux des années 50, la France-Afrique, une co-animation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certains sont au pouvoir et restent au pouvoir, aussi avec l'aide de cette France-Afrique. Donc ce qui a été dit de manière intéressante, c'est peut-être ambivalente, qui enlèvera une vision un petit peu, malheureusement, pas assez conséquente. Il dit bien, nous sommes en Afrique,
pour nos intérêts, mais comme les autres. Mais comme il l'a dit dans son discours, il fallait le dire. C'est mieux en le disant, parce que sinon on tombe dans le giron de conversations qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Là, on parle de géopolitique, de géostratégie. Il y a une guerre d'influence, même si dans son discours, il ne dit pas une fois Wagner, pas une fois la Chine, pas une fois le Mauricie. Il ne parle que de la France et l'Afrique et des nouveaux rapports. Et il appelle même un champ économique et géoéconomique qui, lui, est à voix basse, hein, le champ économique et notamment les grandes entreprises françaises et européennes qui laissent le démantèlement d'une France-Afrique qui ne peut pas être seulement géopolitique, mais qui est aussi géoéconomique, mais aussi une évolution aussi sur le plan monétaire. Il y a la question aussi du CFA, mais aussi psychosociologique. Donc il y a toutes ces questions où chacun, comme il l'a dit, il a demandé au monde économique, quand ils vont discuter avec un président africain, ils envoient le N-10 alors que devant les autres, les Russes, les Chinois, les Israéliens, les Turcs et autres, on envoie le N+1. Donc ils demandent à tout le monde de changer de prisme et de paradigme, et que ça ne peut pas se faire seulement sur le champ de la présidence française. Donc c'est intéressant qu'ils demandent à tout le monde de participer, entre guillemets, si je veux être positif, à cette épopée pour renouveler les rapports entre la France et l'Afrique. Jean-Claude Félix Tchikaya, à l'ONU, les trois des 4 pays qu'Emmanuel Macron va traverser, c'est-à-dire le Gabon, l'Angola et le Congo, sont abstenus, comme la Chine et l'Inde. Ils n'ont pas voulu aller dans le sens de tout le monde, et ils se sont mis en retrait concernant l'Ukraine, l'abstention. Oui. Est-ce que ça va créer, est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron peut créer sur place, est-ce que ça peut créer un problème ? Non, je pense que le président a tenu là de manière ferme une position claire sur le fait que, moi j'en fais peut-être la traduction, mais je vais vous dire aussi ce que je pense de manière analytique, et je pense qu'il est en phase avec ce que je vais dire, mais la neutralité n'est pas possible pour des pays qui veulent de manière légitime un autre rapport avec la France, des rapports qui soient délestés, des rapports parfois néocoloniaux ou avec des représentations, mais aussi sortir des tutelles totalitaires à l'intra des locaux, et que ces mêmes locaux qui sont parfois des régimes autoritaires, totalitaires et dictatoriaux jouent de manière double, donc une certaine duplicité géostratégique, où ils vont s'abstenir en disant nous ne sommes pas alignés ou multi-alignés, mais sauf que le vote à l'ONU, il ne peut pas être dans un giron infoné comme quoi vous êtes multi-aligné ou non aligné devant l'agression criminelle étatique du régime russe, qui est un régime avec une volonté d'expansion coloniale. Moi j'entends ce que vous me dites, bon je suis un peu bête et je comprends pas tout, mais je connais un peu l'Afrique, je connais un peu les rapports internationaux, je participe à de multiples rencontres internationales. Et aujourd'hui, la France n'a plus les moyens des politiques qu'elle pouvait mener en Afrique. Soyons clairs. Si on veut effectivement avoir de l'influence, il faut avoir des moyens financiers, économiques que la France n'a plus. Je parlais tout à l'heure de l'agence France Développement. Je fais le tour de toutes les chancelleries de nombreux pays africains et asiatiques. Je vois les stratégies qui sont mises en place par les Russes, par les Turcs, par les Israéliens par les Chinois. La France est où? La France n'existe pas. Donc que le président Macron n'ait pas travaillé sur la question africaine depuis le début de son mandat, depuis le début de ses mandats. Le dernier président qui a travaillé sur la question africaine, c'était Jacques Chirac. Et je le regrette parce que... Il y a eu un sommet en 2017. Oui, mais le sommet, on a vu ce que ça a donné. On a vu le rassemblement. C'est vrai qu'il a bien entendu, il a bien écouté, comme Philippe le disait tout à l'heure, mais on n'avance pas sur la question africaine. Si on veut avoir l'ambition de pouvoir reconstruire une relation gagnant-gagnant avec les pays africains qui sont demandeurs, il faut pouvoir mettre sur la table de la monnaie, des projets, une relation, un plan d'investissement qui soit... Mais on en est où du plan d'investissement africain? J'aurais aimé savoir qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron au Gabon. Et Cécile, vous avez raison de poser la question du vote de ces pays
à l'ONU. C'est ça qui se joue. On a eu sur ce plateau une fois un invité qui est venu débattre avec nous de la situation africaine avec l'histoire Wagner, qui nous parle. L'enjeu aujourd'hui, c'est la condamnation ou pas de l'invasion russe, de la guerre russe vis-à-vis de l'Ukraine. Ces 3 pays se sont abstenus. Ça veut dire qu'ils sont du camp russe aujourd'hui et plus du camp français. Attendez, attention, on peut attention. s'abstenir sur les sanctions sans défendre pour autant. Pas dans la question qui a été posée, Elisabeth. C'était un peu la pas par rapport à la question qu'avait Jean-Claude veut vous répondre. Oui, non, si je peux me permettre. Même s'il y a une certaine stratégie, géostratégie, ils savent bien qu'en ayant, de manière, là c'est une stratégie géopolitique forte, leur position remplit toutes les salles d'attente des chancelleries africaines, où presque toutes les chancelleries du monde viennent pas seulement profiter de la baisse de l'influence française, mais aussi le fait que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais un continent appauvri par nombre de gouvernances qui ne sont pas conséquentes, mais le monde entier ne vient pas dans les salles d'attente des chancelleries pour une rivière asséchée. Il y a des matières premières, il y a pas seulement ce qu'il y a dans le sol, mais aussi en particulier au Gabon où il y a beaucoup de pétrole. Et c'est aussi le deuxième poumon vert mondial. Et puis on peut dire qu'il va quand même dans une poudrière. La prochaine poudrière, c'est l'Afrique centrale. Donc là, il va quand même voir des régimes qui sont quasi dynastiques, dictatoriaux, au mieux totalitaires, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, avec un continent qui est majoritairement jeune, qui n'en peut plus d'avoir les mêmes. Certains sont nés et ont encore le même président. Il va au Gabon, il n'y a eu que 2 présidents, Léomba et Bongo Père, 3, j'oubliais, le fils, donc 3 présidents. Donc c'est pas seulement le fait de l'histoire du Gabon, c'est aussi une partie liée avec la France, donc il faut se délier. On ne demande pas au président français et à tous les champs géopolitiques liés à la France et à l'Europe de faire tomber Bongo, M. Sassou Nguesso et autres, mais d'avoir un autre rapport, donc de parler le plus au peuple africain et aux oppositions. Elles sont pas toutes. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut leur apporter sur le plan économique? J'ai entendu le résultat des 86%, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, de vos auditeurs. Qui disent que la France n'a plus de rôle à jouer en Afrique, c'est ça? Je me serais en faux, parce que dans toutes les capitales, africaines d'ailleurs, les Français sont toujours dans les meilleurs quartiers, sont souvent des hommes et des femmes d'affaires qui ne sont pas là pour rien ou pour faire un safari. Il faut marcher l'économie locale, mais aussi l'économie géopolitique et géostratégique de la France et de l'Europe. Donc c'est un marché à regagner. On n'a perdu pas beaucoup par rapport aux Allemands, par exemple, sur les marchés africains. Oui, les Allemands, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Israël, la Turquie, mais tout le monde, le Brésil, l'Amérique du Sud. C'est-à-dire que il y a le côté peut-être multi-aligné veut dire qu'il y a une multipolarité du monde et que la France, ce qui est dit, c'est lui tordre le bras au niveau des sociétés civiles, pour certaines, pour ceux qui ne sont pas malheureux, qui ne versent pas dans le réactionnaire et dans le populisme, mais ceux qui veulent une démocratie, c'est tordre le bras à la France pour d'autres rapports, mais ils tordront le bras aussi à la Chine et à tous ceux qui se comportent de manière autoritaire. Donc c'est pour cela que on trouve en creux dans le discours de Macron, qui est assez fin, c'est qu'il sait très bien que la jeunesse, c'est chacun son tour chez le coiffeur, demandera aussi aux autres d'avoir d'autres rapports, moins surplomb, avec moins de surplomb et moins prédateurs. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Claude Félix Tchikaya, d'avoir été avec nous. Chez le coiffeur, je repasserai. Et chercheur à l'Institut Prospective Sociale Européenne au pôle Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Tout reste à faire. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.